Ok. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour Fashion Week. Alors en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, un petit peu comme ça autour de vous, mais la mode adopte un look un petit peu rebelle, qui mêle à la fois le glam et le rock avec, on voit des jeans slim et des grosses chaînes en guise de collier, quelques touches de gothique, genre t-shirt strassé à tête de mort, des petites choses comme ça, mais en version revival. Eh bien, c'est le thème de l'émission de ce soir, du rock, du glam rock et le glamour. Ce soir, justement, il sera incarné par une très jolie mannequin qui va passer toute cette heure, toute cette émission Fashion Week avec nous. C'est la très jolie Stéphanie. Elle est mannequin dans l'agence Woman. Regardez. C'est donc Stéphanie que vous venez de découvrir sur papier glacé. Je vous propose de la découvrir en chair et en os. Elle arrive sur ce plateau sous vos applaudissements. C'est Stéphanie. Stéphanie de l'agence de mannequins Woman qui passera cette heure avec nous ce soir. Bonsoir Stéphanie, ça va? Très bien. Qu'est-ce qui t'a semblé difficile quand tu as commencé? Alors à 18 ans, c'est quand même assez jeune en tant que mannequin, parce que qu'est-ce qui est le plus difficile réellement quand on commence ce métier? La concurrence. Faut La avoir confiance en soi. Et alors, ouais. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, c'est quoi la concurrence? Comment ça se manifeste? La concurrence, c'est quand tu arrives dans un casting et qu'il y a des filles d'1m80, super fines, super bien gaulées. Parce que toi, tu magnifiques. mesures combien? Je fais 1m72. Et c'est pas assez pour défiler, mannequin? non, c'est sûr. J'ai beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Fais-nous partager un petit peu. C'est surtout un souvenir en tant que comédienne, en fait, sur un plateau où on avait une scène avec un cascadeur qui m'apprenait à me faire gifler, à me faire traiter de tous les noms, à me faire secouer. Et il y a un mec dans la rue qui est arrivé et qui a pris ma défense. Les figurants ne comprenaient pas ce qui se passait et qui s'est mis à taper l'acteur en face de moi. Et on lui a expliqué que c'était pour un film. Et mais c'est pour de faux, voilà, c'est pour la télé, monsieur, arrêtez. Et je remercie ce monsieur de m'avoir sauvé la vie. Quand même. Il est très gentil. Quand même. Voilà. C'est courageux. Oui. C'était très courageux. Mais alors, comment ça se passe justement? Tu nous parles comme ça. Est-ce que dans les agences de mannequins, il y a également des castings pour, je sais pas, tourner des publicités, pour jouer dans un film également? Est-ce qu'on va rechercher des profils de comédiennes dans les agences de mannequins? C'est pour les publicités, en fait. Pour les publicités? Voilà. Toi, tu en as tourné d'ailleurs pas mal. Ouais, pas mal. Tu peux nous en citer quelques-unes? Ah ouais, avec plaisir. J'ai fait Toyota au Japon. Oui. C'est un grand souvenir. Volvo pour la Suède. J'ai fait taille fine, oui. J'étais très contente. Crédit Agricole, Bourgeois Mascara, les pages jaunes. Et ça, je crois que celle de Bourgeois, même, on l'a vu beaucoup. Ouais, elle est pas mal passée, ouais, avec les styles comme ça où je monte dans les airs. C'est donc toi. Très jolie. Voilà, Stéphanie est avec nous en plateau, vous l'avez peut-être vu à la télé avec des grands cils. Voilà. En tout cas, là, on va parler d'extravagance tout de suite, parce que l'extravagance, eh bien, elle était de mise lors d'un défilé qui a été très applaudi, mais surtout très remarqué, en fait, à Londres. C'est celui de Gareth Pugh pour la présentation de sa collection été 2007. C'est un défilé ultra futuriste aux allures, vous allez pouvoir le découvrir, de science-fiction. C'est bien simple. En fait, il a entièrement revêtu ses mannequins d'une combinaison noire moulante avec des masques complètement difformes. Alors, vous allez voir, impossible de voir ne serait-ce qu'1 centimètre de peau. Voici le défilé des mutantes. Regardez bien, parce que Dark Vador est peut-être parmi les mannequins sur le podium. Ça se passe au Natural History Museum à Londres. Regardez. Et voilà, en tout cas, vous l'avez vu, l'avantage avec la combinaison intégrale, c'est que même les mannequins hyper moches, eh bien, elles ont eu toute leur chance lors du casting. Alors, on vient de voir à l'instant un extrait d'un défilé très noir, au style vraiment métal gothique. Ben, on va continuer sur notre lancée dans quelques instants. Ok, let's do it. Et nous accueillons sur ce plateau la créatrice Elisa Huberti. Sous vos applaudissements, Elisa nous rejoint sur ce plateau, créatrice de la marque Lilisa. C'est Elisa
Huberti. Elisa, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien. Alors, ce que je te propose, avant qu'on fasse plus ample connaissance, c'est de faire entrer 2 mannequins qui vont défiler avec des pièces de ta nouvelle collection. D'ailleurs, je vais te laisser le soin de les commenter. On va les faire entrer tout de suite. Une veste en gabardine doublée en viscose noire à pois et sous ça une petite robe en satin mélange de soie coton noir, toujours pareil. Merci beaucoup. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as fait des études d'art appliqué et tu as été l'assistante pendant plus d'1 an de Fifi Chachnil. Oui. Alors c'est assez étonnant parce qu'elle a pourtant un univers complètement différent du tien. Oui, en fait c'est un univers complètement rose, très années 50, mais en même temps il y a un côté aussi rétro qu'on retrouve dans mes vêtements. Bon, c'est vrai que moi je fais beaucoup de noir, elle c'était plutôt du rose et plus de la lingerie, mais il y a quand même des petites... Enfin moi j'adore ce que fait Fifi en fait, donc j'adore la lingerie, j'adore tout ce qui est froufrou. Rien qu'à voir leur silhouette et la façon dont elle s'est habillée, on se doute que tu as une collection qui est très noire au niveau de la couleur. C'est une couleur que tu travailles beaucoup, c'est quoi? C'est une couleur fétiche? C'est une couleur fétiche en fait, c'est une couleur que j'aime bien parce que elle permet en fait de laisser plus de place à la forme, c'est-à-dire que du coup on n'est pas gêné par la couleur, on voit tous les détails, c'est beaucoup dans les finitions. À quoi est-ce qu'on peut reconnaître une création Elisa Huberti, ou plutôt une création Lilisa? Est-ce qu'il y a une signature? Est-ce qu'il y a une coupe particulière? J'aime beaucoup les coupes très cintrées, très près du corps, les petites manches ballons, il y en a souvent dans les collections, des modèles en fait très féminins mais qui peuvent être en même temps androgynes. Les parfums Thierry Mugler ont réalisé quelque chose de très exceptionnel, mais surtout de vraiment très surprenant, puisqu'ils ont décidé de créer une interprétation olfactive de l'œuvre de Patrick Süskind. Alors si vous êtes habitué à vous parfumer en Mugler, eh bien, vous savez quand même qu'ils font des parfums qui sont extrêmement bons. Eh bien, ce que vous ne saviez sûrement pas, c'est qu'ils savent également faire tout autre chose. Et le résultat, eh bien, c'est ce coffre à trésor que vous avez devant vous, que vous pouvez mettre devant vous, et dans lequel on trouve 15 compositions olfactives des odeurs évoquées dans le film. Alors, ce sont les odeurs telles qu'elles ont été décrites par l'auteur de cette histoire. Et pour ceux qui ont lu le livre, eh bien, vous savez déjà que ça ne doit pas forcément sentir très bon, ou du moins qu'en tout cas, il ne faut surtout pas se parfumer avec. Alors, on va y découvrir par exemple la puanteur des pavés parisiens de 1738, ou le parfum d'une vierge dénoyautant des Mirabelles. Ça sent le Moyen-Âge. Ça sent le Moyen-Âge. En tout cas, aucune de ces compositions ne peut laisser indifférent, vraiment. Et ça, en tout cas, ça nous prouve. Ça, c'est quoi que tu viens de sentir? C'est Human Existence, il sent très fort en fait. Il sent très fort. Ouais, Bon, bah tu vois, tu vas repartir avec Human Existence. Non. Une petite odeur moyenâgeuse en sortant du plateau. Voilà. On va se retrouver dans quelques secondes pour parler de design. Ok, let's do it. Et nous allons accueillir sur ce plateau Bruno Frison, sous vos applaudissements. Bruno Frison, qui est responsable du département design, mode et tendance de Foin Côte de Maille. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Alors pour présenter un petit peu Foin Côte de Maille, on va simplement dire que vous êtes une entreprise internationale d'origine française créée en 1835, que vous êtes également leader mondial dans la conception, également dans la création de la côte de maille et des mailles métalliques. Alors ça remonte à très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors il y en a beaucoup sur ce plateau, comme vous pouvez le découvrir, parce que c'est vous qui avez fait la décoration du plateau ce soir. Qu'est-ce que c'est exactement que la côte de maille? La côte de maille, au départ, ce sont des produits que l'on fabrique pour protéger les gens dans les abattoirs, donc constitués d'anneaux en inox qui servent à protéger des coups de couteau. La particularité de la côte de maille, c'est que ce sont... Donc elle ne peut pas être tranchée. Voilà, c'est que ce sont des anneaux qui sont entremêlés les uns dans les autres et on ne peut pas faire entrer un couteau à l'intérieur. Donc les gens mettent un gant ou un tablier de protection pour éviter de se prendre des coups de couteau. On en met également dans certains gilets pare-balles, parce qu'un gilet pare-balles arrête une balle mais n'arrête pas un couteau. Et donc ça a des particularités de souplesse, tout en ayant une résistance très importante. Ça me fait penser un petit peu à la robe Paco Rabanne. On était, c'était vous? Voilà, c'était nous. Bon, c'était vous. En ce moment, on voit aussi Marité-François Gerbeau, voilà, aussi, avec voilà. C'est vous aussi. Bon, voilà, tout à fait, c'est nous. Bien, vous êtes partout. Comment est-ce que vous expliquez que la côte de maille, elle soit aujourd'hui aussi recherchée par les architectes, les designers, les créateurs? Je crois qu'il y a d'une manière générale un retour aux valeurs naturelles
d'une manière générale. Et en fait, c'est l'utilisation de cette matière qui est métallique et qui offre des qualités de souplesse et qui peut se travailler, comme le présente effectivement Marité François Gervaux, sous forme d'accessoires, sous forme de ceinture.